Bonjour Timothée, bienvenue. Salut Erwan. Euh, je t'interviewe aujourd'hui parce que tu travaillais dans une entreprise, une startup, Staff.me Academy, et que tu as décidé de faire former tes équipes dans le cadre d'une formation présentielle animée par Contournement. Et c'est une formation sur Make, sur l'outil Make. Et du coup, a priori, tu en étais content. Donc, c'est officiellement la première fois qu'on interviewe un partenaire, un client, pour qu'il nous fasse son retour un peu détaillé à certains égards sur notre pédagogie, parce qu'on sait que le no-code, c'est pas forcément évident d'y former, parce que même s'ils sont plus accessibles que d'autres, ces outils-là, il faut quand même savoir former dans le bon ordre pour former efficacement. Et donc, qui pour en parler mieux que toi, donc l'un de nos partenaires avec qui on a fait une formation sur un sujet qu'on adore et avec un angle assez particulier en plus. Donc, je vais te proposer de te présenter pour commencer. Et après, je te poserai mes petites questions. Je m'appelle Timothée, j'ai 26 ans et je sors de 3 ans en fait, ce qui était ma première expérience professionnelle chez Staff.me Academy, que j'avais rejoint comme responsable des opérations. Et à l'époque, ça voulait tout et rien dire, surtout en fait de tout ce qui se ramenait à la logistique autour des formations. Et en fait, de fil en aiguille, on s'est mis à déployer un peu notre produit et à se rendre compte que le no-code et les ops devenaient un métier à part entière pour nous permettre, déjà pour structurer notre activité, et pour permettre aux équipes de travailler correctement et pour déployer le projet et puis faire un petit peu la belle aventure, la belle croissance qu'on a réussi à faire sur les 2 dernières années. Super. Et en quelques mots, justement, sur aujourd'hui, en 2024, quelle est l'activité de Staff.me Academy pour que nos auditeurs nous comprennent? Alors, Staff.me Academy, c'est un organisme de formation à destination des jeunes et moins jeunes, mais en général plutôt de 18 à 30 ans, des personnes qui en fait souhaitent se former à l'entrepreneuriat, par Ouais. exemple, découvrir un peu des compétences initiatiques aussi en marketing digital, en création de sites. L'idée, en fait, c'est de donner un coup de pied aux fesses à tous ceux qui ont besoin de se bouger, qui ont la motivation de se bouger et qui, par la suite, en fait, pourront aller approfondir ces compétences ou ces connaissances pour mener à bien des projets pro, des projets perso. Et la particularité de ces formations, c'est qu'elles sont en cours du soir et donc cumulables avec une activité principale quand on est étudiant ou quand on est déjà professionnel. Super. Chez Contournement, on affectionne aussi le fait de dire aux gens, quand vous voulez vous former, que vous avez déjà un boulot, ou alors quand vous voulez lancer un projet, gardez votre boulot, parce que c'est souvent en side project, en projet à côté du temps de travail, qu'on est le plus motivé, parce qu'on a peu de temps, on l'exploite à fond, et on est plus intensif, plus focus, quoi. Ok, et combien de collaborateurs et de collaboratrices chez Staff.me Academy? Alors, Staff.me Academy, c'est la filiale du groupe Staff.me Ouais, qui donc s'est délocalisée à Marseille. Donc moi, ça fait 3 ans que je suis à Marseille aussi. Et donc, nous, on est une vingtaine de collaborateurs aujourd'hui. Euh, et puis, voilà, ça existe depuis 4 ans maintenant, je crois. ouais. Et donc, plus de 4000 personnes formées en 4 ans. Euh, et donc, le 0 à 1 effectué, j'en faisais partie et j'en suis fier. C'était une très belle aventure. Et maintenant, on est parti pour le 1 à 10. Donc, je les ai laissés continuer cette deuxième partie. Peut-être une nouvelle difficulté se présente à eux, mais voilà. Super. Donc une belle boîte, quoi. Pas une petite équipe de 3 personnes où tout le monde maîtrise un peu ses ops, ça apporte. Là, on est sur 20 personnes, donc il y a des enjeux quand même de structuration, de Tout à process et fait. de productivité, quoi. Tout à fait. Super. On a commencé à très peu, hein. On a commencé à très peu, puis ça s'est structuré avec le temps. Il a fallu en effet définir des postes, définir des équipes. Et donc, on a fini avec notamment une grande majorité de ventes, enfin de sales, de commerciaux. Une grosse équipe. Je pense que sur les 20 personnes, on parle de 10 personnes qui sont dans cette équipe-là. Et donc, quand on parle d'ops chez Staff.me Academy, on parle en fait surtout de sales ops. Super. Je précise juste rapidement pour les personnes qui regarderaient cette vidéo et ce témoignage qui ne connaîtraient pas le mot ops. Les ops, c'est l'abréviation des opérations. C'est quoi les opérations? C'est tout ce qu'on fait au quotidien, à son poste, sur son rôle, pour arriver à faire son boulot. En fait, par exemple, les sales ops, les opérations des ventes, ça va être tous les process autour de la vente et optimiser ces ops, c'est ne pas tout faire à la main, par mail, à tordre Excel dans tous les sens et à perdre du temps à faire des tâches répétitives. C'est essayer d'optimiser tout ça en l'automatisant ou en créant des petits applicatifs, des solutions métiers avec les outils no-code. Et c'est justement pour ça que tu es venu nous voir, parce que toi, tu t'étais déjà formé au no-code,
En fait, on avait eu une première interaction il y a quoi? Il y a 2 ans ou 1 an, je ne sais plus. Tu avais Ouais. mis des choses en place et ensuite, ton besoin, c'était que ton équipe soit en capacité de reprendre ce que tu avais mis en place, notamment sur Make. Donc, quand tu es venu nous voir, déjà, tu peux parler peut-être de la première fois et puis de la dernière fois. Je pense que si tu le racontes, ce sera bien plus intéressant que si c'est moi. Ouais, c'est vrai, en fait, la première fois, donc c'était il y a à peu près 2 ans, il a fallu que je me forme moi-même à Make, puisque je reprenais le flambeau de cet outil qui avait été importé par Philippe, que je salue, qui est un de mes prédécesseurs sur le poste. Donc j'ai repris cette partie-là, il m'a coaché pas mal, mais en fait, ensuite, pour assurer le run et puis pour potentiellement faire du build, j'étais un peu isolé et j'avais besoin de me former. Et donc j'ai eu recours à Contournement. Donc j'ai suivi une formation e-learning. Euh, C'est et ça, la première, c'était en e-learning, donc nos formations voilà. en ligne, à ton rythme, devant des vidéos, des exercices. OK. Donc là, ça, c'est l'un des produits de Contournement. Et c'est vrai que 2 ans plus tard, au moment où moi, je m'apprête à passer la main, on s'est dit que c'était important de former toute l'équipe en fait, à la connaissance de Make, déjà à la culture no-code, déjà Ouais. qu'on puisse se mettre à niveau, notamment au niveau des managers, donc de ceux qui sont responsables et qui vont pousser un peu les projets de l'entreprise en matière de no-code, parce que Très le important. no-code, et notamment sur Make, et nous, c'est sur Notion également, mais dont on ne parlera peut-être pas forcément aujourd'hui, sont des gros piliers de notre activité, en fait, du développement de l'activité. Il fallait qu'on mette tout le monde à niveau et puis qu'on mette le pied à l'étrier de potentiels successeurs en interne pour pouvoir assurer du run et puis potentiellement derrière pouvoir commencer du build. Super. Et donc, pour ce faire, tu es venu vers nous. On a fait du sur-mesure parce que là, pour le coup, ce qu'on a trouvé hyper intéressant chez toi, c'est que nous, on sait faire quand on a des gens qui viennent nous dire j'ai besoin de former mon équipe pendant une journée sur Make ou 2 jours, ou alors les gens ont déjà du niveau, mais il faut leur faire passer un cap de plus. Là, ton besoin, c'était plus précis. C'était il y a des choses en place, il y a des gens qui ont un peu les mains dedans, d'autres pas du tout. Et il faut qu'ils reprennent ce qui est en place. Donc, on a dû créer une pédagogie spécifique. Et du coup, comment tu l'as vécu un peu ce qu'on a proposé déjà c'était quoi et qu'est-ce que tu as pensé? Ouais, en fait, on a donc moi, en fait, voilà, au bout de 3 ans, j'ai décidé de partir et il a fallu transmettre tout ce que j'avais pu finalement réussir à build, donc à construire par rapport à toutes nos opérations, donc en fait à différents niveaux, hein, par rapport aux formateurs, par rapport aux formations en elles-mêmes, par rapport à l'équipe commerciale, par rapport à la facturation. Et il y avait beaucoup de scénarios qui avaient été construits du coup sur Make. Donc moi, j'ai tout documenté, j'ai essayé d'en faire une explication de mon côté, mais ça ne suffit pas pour que ces scénarios puissent être comment dire, pris en main par des membres de l'équipe, compris et puissent continuer de tourner en absence. En attendant de recruter quelqu'un dédié, il fallait en fait pouvoir former toute l'équipe à ces workflows, à ces scénarios existants. Et donc c'est pour ça qu'en fait notre principal besoin et ce que je vous avais exprimé, c'était de faire une formation sur mesure euh, que vous alliez concevoir en partie pour mettre le prix, donc, vraiment les bases de Make pour découvrir l'outil. Et une fois qu'on a compris un petit peu de théorie sur l'outil, directement rentrer, non pas dans des scénarios types que vous auriez pu concevoir de votre côté parce que vous savez très bien faire, mais des scénarios que en fait, j'avais construits avec Philippe et qui allaient leur servir directement. Donc c'est vrai qu'on a pris du temps avec Louise, avec Yacine, avec l'équipe de Contournement pour concevoir une formation sur mesure avec des vrais temps pris dans la formation, plusieurs heures, sur les scénarios construits de Staffing Academy. Cool. Et dans cette formation, qu'est-ce qui t'a plu du coup? J'ai beaucoup aimé l'aspect montée en compétences progressives. Je pense que, notamment sur un outil comme Make, donc pour rappel, il y avait 2 jours de formation dédiés à cet outil-là. Euh, la, les bases, je pense que la première matinée a été consacrée aux bases, donc comprendre un peu le vocabulaire, les principes premiers de cet outil-là, je pense que quand on met le nez dedans pour la première fois, on est impressionné. On est aussi admiratif quand on voit le résultat. Quand on peut nous faire une démo et obtenir, je pense que c'est ce qui a été fait la première matinée, c'est des démos. Et c'est dire, waouh, c'est incroyable, ok, les possibilités sont multiples, ok, il faut absolument que j'apprenne à utiliser cet outil-là. Et en fait, on se rend compte assez vite que c'est technique, que ça demande de l'exercice, de l'expérience et de l'apprentissage progressif. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui a été respecté par Contournement et par Anto, que je salue aussi, Anto de GoJob, qui a
Ouais. qui a soigné en fait ce parcours pour s'adapter pas mal à ce que mes collaborateurs pouvaient faire remonter comme question, comme problématique, comme besoin, et beaucoup partir en fait de leurs besoins, de leur niveau, qui était d'ailleurs relativement hétérogène, Ouais. pour vraiment faire progresser, jusqu'à dire à la fin du deuxième jour que, ouais, en fait, ok, il y en a qui ont eu une vraie belle progression avec un niveau. Ils ont pas, le niveau n'est pas acquis parce qu'il faut évidemment travailler, il faut évidemment pratiquer et je pense qu'on y Ah, reviendra. Mais du moins, ok, on a vu des trucs exigeants. Et puis d'autres qui n'étaient peut-être pas arrivés jusqu'à ce niveau-là, mais qui, sur leur base, avaient pu déjà être contents d'eux-mêmes, d'avoir pu euh, découvrir quelque chose de nouveau et sentir qu'il y avait du potentiel pour eux. hmm. C'est intéressant parce que tu fais le geste de la courbe et je me souviens quand on avait débriefé, tu m'avais dit que la courbe d'apprentissage était fluide. C'est-à-dire que je Ouais. sais que c'est une grosse, enfin ça fait depuis 2019 qu'on fait ça et ça faisait depuis avant qu'on faisait de la pédagogie. Parfois on s'est retrouvé dans des formations où dès les 15 premières minutes, au tout début, on était bloqué. Où on s'était appuyé par exemple sur un expert, on n'avait pas Ouais. encore développé notre pédagogie et sur Airtable, dès les 15 premières minutes, on s'était engouffré dans les choses trop compliquées et tout. Là, c'est vrai Ouais. que de faire une courbe d'apprentissage qui soit à la fois vraiment progressive, mais quand même pas trop molle, de faire les choses dans l'ordre et d'être toujours un petit peu dans une tension de il faut quand même que je réfléchisse pour arriver au stade d'après, c'est hyper délicat, surtout sur Make, parce que pour des gens qui ne sont pas techniques, il y a quand même pas mal de concepts à comprendre. Et ouais, c'est vrai que pour bosser ça, c'est. Et aussi faire que la journée ou les 2 jours soient rentables, parce que sinon, bah, si tu te donnes peu d'ambition, c'est facile de faire une formation d'un ou 2 jours. Et c'est vrai que sur votre cas, on a beaucoup aimé bosser avec vous parce que déjà, tu étais très dispo et tu nous donnais toutes les réponses à nos questions. Et aussi, le côté, ce qui nous a plu, c'est le côté, on vous met des scénarios qui fonctionnent pas bien et vous devez les corriger. Parce que comme ton objectif, c'était la maintenance, ça, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vraiment fait tel quel. Et dans la courbe d'apprentissage, voilà, donner les bases pour ensuite déjà les mettre en situation de maintenir, on a trouvé ça super intéressant, quoi. Mm. Et toi, je sais pas, cette partie-là, le fait de corriger des scénarios, ça t'a paru être une bonne idée, ça t'a semblé fonctionner, ça. Qu'est-ce que tu entends par corriger les scénarios? Ouais, tu vois, faire des scénarios qu'il faut améliorer parce qu'il y a quelque chose qui est pas bien fait dedans, quoi. C'est-à-dire qu'ils interviennent comme si c'était déjà en situation de maintenance de l'existant. Ah oui, ouais, ça c'est pas mal. Ça en Oui, effet c'est pas mal. Et ça permet je pense, que ça permet de déployer d'autres modalités de make. Je pense au module de gestion d'erreurs, enfin des choses exactement. qui aussi de comprendre, enfin d'avoir le réflexe de la documentation et le réflexe de consulter l'historique pour aller régler le problème. Et puis se rendre compte que si l'erreur est répétitive, en fait, je peux utiliser un module de gestion d'erreurs. Ça, c'est des trucs qui sont en effet très intéressants, notamment pour du run. Et comme c'était l'objectif de cette formation, bah, c'est vraiment bien que. Enfin voilà, objectif accompli, c'est vraiment bien que ça ait été intégré. Pour ça, ouais. Et pour le coup, ça c'est important ce que tu viens de dire aussi, parce que c'est quelque chose qu'on défend beaucoup, de ne pas inviter les gens à se jeter dans les outils. Toujours prendre un pas de recul sur ce que je vais concevoir, sur la documentation, bien titrer les choses, si bien nommer les choses. Enfin, c'est plein de choses sur lesquelles on insiste. Et là, bah forcément, si tu formes directement les gens à devoir maintenir, reprendre ce qui doit être repris, ça invite à tout de suite former sur ce genre de bonnes pratiques. On le fait habituellement, mais là, l'angle, venez corriger des choses qu'on a créées et qui dysfonctionnent, donc des faux scénarios, mais qu'il fallait améliorer, ça nous a aidé à ça. Et ok, il y avait un autre point que je trouvais intéressant que tu abordais, c'était la culture. La culture, parce que bon, il y a les gens qui vont mettre les mains dedans. Là, notre rôle, c'était de leur mettre le pied à l'étrier, qu'ils aient pratiqué une première fois plusieurs fonctionnalités, qu'ils aient mis en place plusieurs fois plusieurs fonctionnalités. Et que derrière, bah, comme tu dis, il faut qu'ils pratiquent. Ça, c'est un message qui est important de dire. Le no-code, c'est pas parce qu'on a mis en place une chose une fois qu'on sait le faire à vie. Sans la pratique quotidienne, on oublie vite. Et, Ouais. mais du coup, sur ça, sur le côté, il y a les gens qui mettent en place, il y a la culture. Quand tu dis diffuser une culture du no-code, tu m'avais raconté une anecdote intéressante sur le côté, tiens, je me suis senti, comme c'était surtout toi qui faisais du no-code, je me suis senti davantage compris par les équipes. C'est-à-dire que ça a créé, j'allais dire, une API quelque part avec tes collaborateurs de compréhension. Ouais. Tu peux en dire plus là-dessus? Ouais, alors si je reviens un peu en arrière, je me souviens que
franchement, j'ai toujours été soutenu par Augustin sur le choix du no-code. J'en ai même fait un mémoire de fin d'études qui était autour du no-code pour une entreprise comme la nôtre. Et Augustin, donc le CEO Staffing Academy, m'avait soutenu à fond. Et en fait, il y avait deux adjectifs qui justifiaient le choix du no-code pour nous. C'était la souveraineté que j'associerais à l'autonomie. Pour dire qu'en fait, nous, en fait, avoir la main nous-mêmes, les équipes ou des personnes dans l'équipe sur les outils et ne pas dépendre d'un département R&D ou de développeurs pour que les projets puissent se faire, eh ben, c'était important pour nous. Et l'autre, forcément lié, c'est l'agilité, le fait de pouvoir tester, test and learn, tester, avancer, recommencer, et donc rapidement déployer les petites choses sans avoir le poids de la formation, le poids peut-être des heures de travail ou tout simplement en fait le salaire d'un développeur. Et c'est vrai que pour des besoins, ça ne correspond pas évidemment à tous les produits. Pour un besoin comme le nôtre, où notre produit en fait c'est un produit en ligne, donc c'est de la visioconférence, on n'a pas construit d'app qui soit une interface. Donc en fait, on utilise déjà des outils existants tous qu'on associe entre eux. Et donc pour l'association, quoi de plus naturel que d'utiliser un outil qui chapeaute le tout, qui réalise l'architecture, donc Make. Et vraiment, voilà, autonomie, souveraineté et flexibilité, c'est ce qui nous était. Enfin, agilité plutôt, c'était le parti pris. Et donc, c'était important pour nous de continuer là-dessus, notamment en vue d'un départ. Et donc, l'idée, c'était de dire Timothée, certes, il est monté en compétence et il a creusé la question. Et donc, lui, il s'est découvert un peu un kiff d'abord et puis peut-être des compétences sur le sujet. Mais en fait, quand il part, nous aussi, il faut qu'on puisse s'assurer. Et c'est vrai que c'est un peu flou pour tout le monde. Et alors, le fait que cette formation ait lieu, donc on a formé les principaux managers qui souvent étaient en fait mes clients au sein d'entreprise qui en fait me demandaient de mettre en place certaines choses pour leur propre usage. Ont eux directement mis le nez dedans. Je pense aussi à Augustin, donc le CEO qui a participé à cette formation. Et la réaction à la fin de la première matinée, c'était une grande excitation, la découverte en fait, dont on parlait, de dire mais c'est fou cet outil, c'est n'importe quoi. J'ai plein d'idées dans tous les sens, on va pouvoir faire plein de choses. Et donc j'étais très content, première étape. Et à la fin de la journée, là c'était encore plus satisfaisant, je pense pour moi, c'était de dire ah ok, c'est hyper cool, il y a plein de choses, mais en vrai c'est chaud, c'est compliqué, c'est technique. Et du coup, je comprends en fait la densité de ton métier, je comprends la technicité aussi. Ça doit être du no-code. En fait, ça relève d'une compétence, ça relève d'un travail. Et il n'y a pas d'autre solution que d'aller travailler dessus pour développer les compétences. Donc, ok, en fait, je dirais qu'à ce moment-là, la compétence d'Ops et l'appui du no-code dans la compétence d'Ops a été prise au sérieux. C'était pas qu'elle n'était pas prise au sérieux, mais vraiment davantage sur un aspect déjà des moyens et du temps qu'on doit allouer en fait à cette fonction centrale pour le développement et la structuration d'une entreprise, notamment d'une petite entreprise, je pense, et sur la technicité. Et ça, c'est vraiment un avantage, je pense, pour mes collègues Ops, pour qui c'est important en fait, d'être aussi légitimés dans leurs compétences et dans leur métier, comme important pour une entreprise. C'est super important ce que tu dis parce que on entend vraiment de tout sur le no-code. On entend oui, c'est facile, c'est limite magique, on peut tout faire, ça prend 2 secondes. Comme on entend, ouais, non, c'est quand même pour les techos. La vérité est entre les deux, notamment avec des outils comme Make, comme Airtable, comme Notion qui sont rapidement prenables en main, mais où pour monter en compétence, il faut quand même une journée, puis 2 journées, puis après pratiquer sur le long terme si on veut devenir très bon ou très bonne. Et justement, je pense que le côté déjà diffuser la culture, donner un aperçu, ne serait-ce que par des démos. Souvent, il y a cette espèce d'excitation et de fascination et d'étonnement, et voire d'envie de mettre les mains dedans qui se déclenche. Mais c'est une fois qu'on a les mains dedans qu'on se rend compte, d'une part, de ce que c'est vraiment, d'autre part, du chemin à parcourir pour atteindre le niveau de celles et ceux qui l'utilisent déjà dans l'équipe, en fonction de leur niveau. Et troisièmement, aussi se rendre compte de si on a envie ou pas d'y aller. Parce qu'on voit beaucoup de gens qui, au début, sont là, non, moi, j'aime pas la technique et tout. Et qui, en fait, une fois qu'ils ont les mains dedans, étant donné que leur kiff, c'est de résoudre des problèmes, se disent ouais, j'aime pas trop la technique, mais en fait, ça va, ça passe. Les d'autres sont là, ouais, moi j'adore j'étais codeur ou autre, et qui une fois dedans vont se dire ouais, non, en fait, c'est pas trop mon truc, je préfère des choses plus techniques. Donc, il faut vraiment se frotter à la pratique pour rendre compte de quel no-codeur ou no-codeuse on sera ou on ne sera pas. Donc, en ce sens-là, je trouve ça très important ce que tu dis. Tu as tout à fait raison. Et un avantage en fait que moi j'ajouterais à
pour une entreprise, en fait, si on devait répondre à la question pourquoi est-ce que c'est intéressant pour nous de faire une formation et de former nos différents collaborateurs à un outil comme Make, moi j'ai le sentiment que ça a déployé une force de créativité chez les Ouais. Ah, collaborateurs importante, de, euh, de potentiellement en fait des gens qui savent juste pas ce qui est possible de faire avec un outil comme celui-là et de se rendre compte qu'ils allaient pouvoir peut-être régler certains de leurs problèmes et peut-être faire émerger de nouveaux projets, de nouvelles idées grâce à un outil comme celui-là, en fait, grâce à la technologie. Bah, je pense que ça peut être précieux pour une entreprise, ne serait-ce que pour la créativité et l'émergence d'idées. Et ensuite, comme tu le dis très bien, bah, pour la mise en place, pour le déploiement, il faudra du travail, il faudra du temps, et il faudra peut-être Enfin, moi, je crois, je fais partie de ceux qui croient que des, des, en fait, des collaborateurs dédiés, c'est important, notamment pour ouais. le chapeautage global. Je pense que chacun peut se mettre à créer, mais il faut peut-être quelqu'un qui chapeaute le tout pour une question de fluidité globale de la solution. Super important et ça fait le pont avec les deux, trois dernières questions que je vais te poser. Parce que, en effet, nous, aujourd'hui, on prévient les équipes parce qu'il y a des gens qui arrivent super enthousiastes qui disent ouais, on veut que tout le monde se mette au no-code, on veut faire ça, 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 ça. J'aurais tendance à dire attention, il faut prévoir que tout le monde ne soit pas aussi investi. Il faut identifier des référents ou des référentes qui soient vraiment à fond dedans. Faut provisionner du temps, parce que ce temps investi, bah, vous fera gagner du temps derrière, mais il faut quand même qu'ils aient le temps et qu'ils ne fassent pas ça sur leurs heures sup, payées ou pas payées d'ailleurs. Voilà, être conscient que parfois, il faut faire certaines choses en interne, mais parfois déléguer aussi, s'appuyer. Voilà, être réaliste dans son approche du no-code. Aujourd'hui, on fait vachement plus attention à ça sur le côté audit en amont, parce que ça peut parfois occasionner même des tensions, quoi. Se dire, mince, j'ai envie, mais je peux pas, j'ai fait la formation, donc je suis obligé de le faire. Non, bien périmétrer, c'est aussi savoir où on va, quoi, et y aller petit à petit. Mais Ouais. sur ça, d'ailleurs, ma question, justement, c'était si tu devais conseiller à une équipe d'une vingtaine de personnes dans le type de contexte où vous êtes, d'aller vers le no-code, ils se posent des questions et ils se disent, ouais, peut-être qu'on aimerait y aller. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette équipe-là ou à ce manager, cette manageuse-là pour lui dire, ouais, ça a des avantages d'aller vers le no-code? Oula, question intéressante. En attendant que les idées montent, peut-être le retour d'expérience que je peux faire sur Ouais, la façon dont on a décidé de contrôler, parce ouais, que tu parlais de créativité et qu'en même temps, il ne faut pas que ça parte dans tous les sens. Euh, En fait, on a désigné un responsable qui allait prendre ma suite en interne. Ce responsable est donc chargé de laisser la possibilité aux collaborateurs de créer des scénarios. Sauf qu'ensuite, ils vont un peu passer au crible d'une forme d'intelligence collective, de dire est-ce qu'on le déploie, est-ce qu'on ne déploie pas. Donc, c'est peut-être un peu pour rassurer les entreprises qui se diraient, mais attends, moi, j'ai pas du tout envie que mettre à disposition l'outil, ça part dans tous les sens dans mon entreprise et que j'ai plus de maîtrise en fait sur ce qui est créé et potentiellement sur les erreurs réalisées. En fait, voilà, il y a des solutions à trouver, notamment si on est une alternance entre le responsable et quand même l'autonomie laissée aux collaborateurs. hmm. Euh, mais alors, du coup, enfin, En gros, les avantages, oui, pour simplifier la question, parfois je pose des questions un peu longues. Euh, Franchement, vous devriez vous mettre au no-code ouais. parce que ça a tel avantage. Ça peut être un ou deux ou trois, hein, pas besoin de tout dire, hein, mais les principaux Je avantages pense qui soient. que le premier, peut-être, c'est que en soi, ça coûte pas grand-chose. Pour moi, le grand avantage du no-code, c'est bien le test. C'est bien d'aller euh, confronter. En fait, dans tous les cas, on parle d'une entreprise, quelle qu'elle soit, cette entreprise a des problématiques à régler. Elle a des solutions à déployer, voilà, elle cherche des réponses à des problèmes, et ne serait-ce qu'elle-même, dans la gestion de son pack de vente ou que sais-je, elle a des problématiques à régler et elle va forcément se demander quelles ressources elle va pouvoir mettre en face de ces problématiques, quels moyens elle va pouvoir déployer. Donc souvent, on va se dire, bah, tiens, il faut que je recrute quelqu'un qui sache faire. Enfin, en fait, peut-être que la solution, elle n'est pas dans le recrutement qui peut coûter très, très, très cher, mais plutôt dans la découverte de certains, enfin, par le biais de certains dans l'équipe ou même du fondateur ou des fondateurs qui ont peut-être des petites affinités tech ou du moins une forme de curiosité, la découverte d'outils simples d'utilisation, no code, donc qui demandent pas de connaître en fait de programmation, mais qui sont ouais, réellement simples d'utilisation, avec une approche modulaire, avec du drag and drop,
sur du formulaire, sur de la création de sites très simples, sur de la gestion de projet, de tester en fait de cette manière-là, euh, de se donner peut-être une échéance et puis de voir ce que ça a donné. Et Hmm. ensuite, quand le projet se déploie, bah, on ira peut-être sur du plus robuste. Et là, on fera peut-être des choix plus importants de recrutement ou de switch d'un outil à l'autre. Et encore, il y a quand même des outils no-code qui ont prouvé depuis que ça s'est lancé leur robustesse. Oui, c'est intéressant. Ouais. Côté parfois tester, prototyper avant d'éventuellement passer à une version technique plus costaud. Ou parfois, nous, ce qu'on voit aussi, c'est que on dit parfois que il y a différents niveaux dans les gens qu'on forme. Il y a des gens qui deviennent des makers ou des makers à part entière. Donc là, c'est des gens qui se sont formés plusieurs semaines. Des power users et des power users, c'est des gens qui se sont formés 2, 3, 4, 5 jours, mais qui sont un peu référents ou référentes internes, qui peuvent aller plus loin. Et puis Mm. des end users, utilisateurs, utilisatrices finaux, qui au quotidien se font des petites automatisations, se font un petit Airtable pour faciliter la vie au lieu d'utiliser Excel et faire ci, cela, mais qui justement, eux, se font former 1 ou 2 journées, ça leur suffit. Ouais. Et puis, ils peuvent s'appuyer sur la personne qui est plus avancée qu'eux pour aller plus loin, mais il y a des choses où ils peuvent suffire à leurs besoins, mais d'autres où, voilà, ils testent, avec le Power User, ils testent un peu plus, et Ouais. derrière, s'il faut faire quelque chose parce que ça marche, parce que le client aime, parce que les équipes sont contentes, parce que ça fait gagner du temps à tout le monde, là, éventuellement, s'appuyer sur un externe ou une externe, expert, ou alors sur le référent, le responsable no-code interne. Ouais. Ou aller recruter un maker, mais une fois que peut-être on a Ou un petit peu recruter, exactement. d'idée, ouais. Ouais. Mais je pense que l'idée, c'est pas forcément d'automatiser les gens, c'est surtout d'automatiser les tâches à faible valeur ajoutée pour identifier aussi là où il y a de la valeur ajoutée et recruter là-dessus, quoi. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on voit en tout cas l'adoption du no-code. Mm. OK. Et à l'inverse, parce qu'on a déjà un peu parlé de tout ça, mais c'est pour ramasser un peu sur. Il me reste 2 questions. Euh, à l'inverse, tu leur mets une start-up, une équipe, une PME qui veut s'y mettre. Tu leur dirais quelle mise en garde. C'est-à-dire, faites attention, par contre, si vous vous mettez au no-code, euh, voilà, faites bien attention à ça, ça et ça. Euh, Sachant qu'on a abordé plusieurs points qui répondaient un peu à cette question, mais j'ai pas j'ai pas d'insight particulier qui me vient, mais principalement parce que j'ai pas réfléchi à la question en tant que telle depuis un petit ouais. moment. Euh, Parce qu'en ouais, en soi, fait, le sur truc que tu l'usage, disais avant, de prévoir du temps et tout, ça faisait partie de ça déjà, mais ouais, c'est au cas déjà où tu c'est as évident encore de une pas idée. Hein. sous-estimer, ouais, pas sous-estimer la technicité, donc le temps nécessaire à l'apprentissage de l'outil. Et à la pratique. Et si je peux témoigner un petit truc, c'est que chez Steph Me Academy, j'ai pu faire cette formation Make, donc avec contournement il y a 2 ans. Et donc j'étais trop content en fait de monter en compétences et de découvrir des choses sur cet outil-là. Et en fait, mais je peux le dire très librement parce que Augustin et les autres le savent, j'étais assez frustré en même temps parce que j'avais pas la matière à mettre Hmm. en fait, à expérimenter ce que j'étais en train d'apprendre. Et donc, pour progresser, il faut forcément des projets, quoi. Et j'aurais peut-être dû, en fait, à ce moment-là, essayer de me mettre en free ou proposer à côté des projets qui auraient pu, en fait, contribuer à alimenter ma compétence. Alors, heureusement, c'est venu en Hmm. interne. On a réfléchi un peu, c'est venu en interne. Mais voilà, pas sous-estimer, en fait, la pratique, on l'a dit, le temps que ça demande pour vraiment devenir compétent. Euh, et donc, une formation ne suffira pas, il faudra aller travailler dessus. Peut-être, voilà, pareil, on pensait, enfin, quand on recrute des jeunes no-codeurs, pour moi, on recrute surtout des potentiels. On recrute Ouais, des personnes qui ont une certaine malice, une certaine débrouillardise, et puis surtout qui aiment, en fait, aller chercher, aller trouver enfin, aller régler des problématiques. On ne recrute pas forcément des sachants ouais. ou des experts, quoi. Et je pense que, surtout sur le no-code, il y a peu d'experts aujourd'hui, quoi. Hmm. Hmm. C'est quelque chose qui se développe constamment. Et Beaucoup donc, d'experts autoproclamés au bout de 3 jours sur LinkedIn. Ça faut faire attention. Mais en effet, voilà. des experts qui ont plusieurs années d'expérience, par Ouais, définition, il n'y en a pas tant que ça. ouais. Donc, voilà. Et puis, non, mais ouais, j'ai pas Ouais, de c'est intéressant. à réfléchir.
En plus, je disais une question, c'est 1,5 question, je te la pose. Et, si tu as quelque chose qui te vient à l'esprit que tu peux partager, tu peux nous le dire, mais sinon, c'est pas grave. Est-ce que tu penses à un cas d'usage ou deux cas d'usage pour le coup chez vous où le no-code pour le coup était redoutablement efficace, voire vital? Oui, oui, bah, en fait, j'expliquais chez nous, l'approche était modulaire, c'est-à-dire que pour que nos formations puissent se dérouler, on avait recours à plein d'outils. On Ouais. n'a rien développé en dur, donc on a dû mettre ensemble plusieurs outils qui allaient nous assurer le suivi client. Donc, je ne sais pas si je peux citer les Bien sûr, logiciels. oui, oui. On n'est pas sur la télévision publique, pas encore. Du coup, voilà, HubSpot était notre CRM. La suite Google nous permettait de créer des documents, tout ce qui était. Donc, on est sur les formations, donc tout ce qui était attestation de formation. On avait aussi un outil purement de signature de documents en ligne, Pandadoc. Euh, voilà, il fallait qu'on puisse envoyer des mails à nos apprenants et à nos prospects pour suivre, voilà, pour assurer le suivi, tout le parcours jusqu'à l'inscription et après. Et donc, pour tout ça, je pense notamment à l'envoi de la convocation, qui est tu dois savoir, un réglementaire pour toute formation, quelle qu'elle soit, formation professionnelle. Il faut Donc, on est absolument. des cordonniers assez bien chaussés et tout ce qui est réglementation de la formation professionnelle, les process, Calliope, on a beaucoup bossé dessus pour Voilà. le fluidifier. Et bah, en fait, le no-code, pour nous, a été un vrai soutien, justement pour rentrer dans le cadre administratif et réglementaire de la formation professionnelle. Euh, Très euh, intéressant. pour se conformer, pour être flexible, agile, et voilà, face à ce qui peut paraître extrêmement rébarbatif, long, dense, quand on fait du volume comme nous, quand on formait 40 personnes par semaine et que du coup les dossiers se succèdent, bah, en fait, on faisait des dossiers automatiquement, ils se formaient automatiquement, les documents étaient uploadés automatiquement, la collecte était aussi automatisée, donc de tous les documents nécessaires à une formation, l'envoi des welcome packs, donc des convocations, voilà, il faut quand même prendre un template. Sur ce template, il faut mettre de la donnée, comment dire, adaptée au client, donc il faut que Ouais, il y ait des personnalisé, quoi. variables. Ensuite, il faut mettre ça dans un mail. Il faut joindre à ce mail une pièce jointe qui serait le programme de formation et il faut l'envoyer. Si je demandais à mes équipes de faire ça manuellement, elles perdraient un temps fou, elles perdraient le goût de leur travail et ça n'irait pas. Et donc, Et il y aurait plein d'erreurs humaines et de la charge mentale. Et, ouais. et avec Make, qui mettait en lien les différents outils que j'ai mentionnés là, l'envoi de la convocation était une action qui prenait 2 minutes. Et automatisé par des déclencheurs installés dans le CRM sur la fiche du client, par exemple. Et donc, franchement, voilà, la vie est facilitée. Tu le disais tout à l'heure très bien, c'est l'intérêt de ça, l'intérêt de cette optimisation-là, c'est bien de concentrer la valeur ajoutée là où elle doit être et pas sur des tâches rébarbatives longues, etc. Et de se conformer au maximum au cadre dans lequel on évolue, et en l'occurrence, la formation. Dans les organismes de formation, le no-code fait d'autant plus sens. On a très souvent des demandes d'organismes de formation et on a une formation, même un module là-dessus, sur notre retour d'expérience, nous, comment on a procédé, ce sur quoi il faut faire gaffe, sans se substituer à du conseil Calliope, parce que ça c'est juridique, mais comment optimiser les process qui vont derrière. À la fois, comme tu dis, parce que c'est très complexe et aussi parce qu'il y a beaucoup de risques d'erreurs humaines, d'oubli, de manipulation, et souvent parce que les logiciels sur étagère, les logiciels dédiés aux gestions des organismes de formation sont souvent assez peu flexibles. C'est normal, ce sont des logiciels spécialisés. Là, l'avantage du no-code, c'est qu'il peut un peu interconnecter des briques qui te donnent de la flexibilité. C'est sûr que c'est un type de structure qui gagne vraiment à utiliser du no-code, en effet. Ouais. Très bien. Et ma toute dernière question, c'était du coup, est-ce que tu recommanderais à une autre entreprise, une autre équipe de travailler avec Contournement? Et si oui, pourquoi? Ah oui, d'accord. Alors oui, évidemment, je recommande Contournement. Bah, moi, j'en ai été bénéficiaire à deux occasions et pour deux raisons différentes, dans deux formats différents. J'ai trouvé qu'à chaque fois, l'adaptation et le sur-mesure étaient au rendez-vous. Et donc, la réponse aux besoins, la réponse à mon besoin et à celui de l'entreprise était là, était assouvie. Bah, pour votre professionnel aussi, à chaque fois, les échanges qu'on peut avoir qui en fait, qui donne pas tellement l'impression qu'on travaille entre entreprises, quoi. Quelque chose Ah ouais. en fait, de sympa,
Ah, c'est de cool. compréhensif et d'interrelationnel, quoi. Et puis, moi, je crois beaucoup au développement des ops, je crois beaucoup au développement du no-code. Je crois beaucoup que c'est toute une panoplie, tout un panel d'outils et de techniques qui gagneraient à être mis à disposition d'entreprises plus ou moins grandes. Tu parlais de start-up, tu parlais de PME, je pense que c'est très juste pour passer un cap dans le digital euh, face à parfois un fossé qui paraît énorme. Plutôt que d'aller choisir l'externalisation, les gros sous pour aller développer des produits, etc., en fait, on peut peut-être avoir recours à ces outils-là et donc se former sur ces outils ou mettre ça dans les mains Mhm. de collaborateurs pour qu'en fait, assez simplement, enfin plus simplement en tout cas que la deuxième option, euh, eh bien, on puisse arriver à faire ce qu'on souhaite faire, surtout quand on mène des solutions qui ont pour enfin là je prêche un peu pour quelque chose qui me paraît important, mais tu vois, des solutions qui auront un impact en fait sur la société, à différents niveaux, enfin voilà. Ok. Mais super, merci beaucoup pour ton temps, pour tous ces propos très intéressants, pour ton cas d'usage aussi qui était super intéressant, et pour ton soutien. Ça fait plaisir parce qu'on travaille dur pour faire des formations de qualité, pour avoir des relations de qualité. Ça fait plaisir quand on l'entend de la bouche de quelqu'un d'autre. Ben, merci beaucoup, Timothée. Bah, je t'en Euh, prie, ouais. ainsi, Merci à toi. euh, ainsi se conclut cette première interview que j'aurais faite de ma vie. Donc, merci pour ta compréhension. J'ai pas, peut-être pas toujours professionnel, je suis pas intervieweur professionnel, mais voilà. Moi, perso, j'ai trouvé ça très bien. Trop cool. Merci beaucoup. C'était top. Merci.